la place Saint-Frédéric et des histoires à raconter. Ce parc Saint-Frédéric, devenu en 1991 la place Saint-Frédéric, porte en lui une histoire qu'il fait bon se remémorer. Saisie du parvis de l'église, cette photo, prise en 1920 avec un objectif grand angulaire, nous offre un point de vue à nul autre pareil sur ce parc. Très moderne dans sa livraison panoramique d'un lieu mythique pour la ville et très ancienne pour tout ce qu'elle peut raconter, cette photo nous ramène au début du XXe siècle. Aujourd'hui, près de 100 ans plus tard, nous pouvons constater les changements qu'ont subis cette place et ses lieux environnants. Suivez-moi. En pourtour du parc, à l'extrême gauche, s'élève l'ancien bureau de poste de style Second Empire en raison de son toit à la mansarde. Aujourd'hui démoli, le bureau de poste a cédé sa place à une institution financière. À sa droite, de l'autre côté de la rue Herriot, s'aligne la maison de Maître Joseph Marier, les bureaux de la Southern Canada Power et la Banque canadienne impériale de commerce. L'ancien manoir Drummond, rasé par les flammes en 1927 et reconstruit peu de temps après, dresse fièrement sa nouvelle et prestigieuse façade. Tout en face, dans le parc, c'est le kiosque où l'harmonie de Drummondville a connu ses années de gloire. Très reconnu et apprécié du public, les prestations de ce groupe musical étaient très populaires. On sait que par les soirs d'été, le parc Saint-Frédéric se remplissait de gens venus écouter la musique. Finalement, à l'extrême droite, c'est le vieux bureau d'enregistrement où la première école de ballet sous la gouverne de Madame Germaine Morin-Proux a vu le jour. C'était aussi un carrefour d'administration publique où siègent tour à tour le conseil municipal, le conseil de comté et la cour de justice. Cet édifice, aujourd'hui disparu, a laissé place à un espace vert dans le parc Saint-Frédéric. Les plans d'aménagement de ce parc ont été réalisés vers 1910 par le notaire Marler, qui a offert une fontaine de fonte s'inspirant de la thématique classique des Trois Grâces. Mais les dames sont tombées métaphoriquement de leur socle. Une cabale organisée par des gens qui jugeaient les trois déesses trop généreuses dans le dévoilement de leurs attraits les ont fait migrer vers un lieu plus discret. La grande histoire de ce parc a aussi ses petites histoires. Prenez le temps de vous asseoir un peu et permettez que je vous raconte certains faits propres à la vie sociale liée à ce parc ou que je vous lise certains passages des journaux de l'époque. Ne vous gênez pas pour sourire, les extraits choisis vont un peu dans ce sens. Le kiosque au milieu du parc avait de multiples fonctions. L'une d'entre elles était de permettre aux orateurs qui voulaient s'adresser au public d'y prendre place et de faire un discours. La foule se concentrait tout autour. Ces assemblées se tenaient la plupart du temps le dimanche après-midi. Il arrivait souvent qu'un adversaire politique de l'orateur choisissait ce moment pour faire baptiser un nouveau-né et faisait sonner les cloches à n'en plus finir. L'orateur décontenancé devait attendre la fin de ce concert religieux avant de reprendre son envol oratoire. Certains discours improvisés étaient parfois l'occasion d'expressions inattendues. Un jeune avocat s'adressa ainsi à une foule considérable. « C'est un grand honneur pour moi d'adresser la parole devant cette monstrueuse assemblée. » Dans ce parc, dans les années 1930, vous auriez pu lire les nouvelles suivantes. 21 août 1930. On dénonce la négligence des conducteurs qui laissent leur auto sur la voie ferrée, frappent des trains, tentent de tourner sur les voies au passage à niveau, réussissent à passer sous les barrières abaissées. 27 août 1936. Le journal rapporte ce fait cocasse à la suite de la campagne électorale qui venait d'avoir lieu. Un libéral, tendu, qui gardait 2 porcs près de sa maison, a la surprise à son réveil de voir ces 2 porcs peints en bleu. 13 juin 1940. Se rappel de certains règlements municipaux.
Les maisons à parements de bois doivent être peintes ou blanchies à la chaux. Certains négligent leur maison car ils craignent une hausse des taux s'ils l'améliorent. 15 mai 1941. On dénonce l'extravagance des automobilistes écervelés à qui le soleil fait perdre complètement la tête. Certains conduisent des 60 ou des 80 chevaux et ont à peine l'intelligence d'un seul cheval. 18 juin 1942. Ce timbre de 16 sous consacré à l'usage de la poste aérienne et à la livraison par express porte la signature d'un décor drummondvillois. Tout rappelle à l'arrière-plan l'usine de la Southern Canada Power, le pont de chemin de fer et la rivière Saint-François. 2 septembre 1943, le journal rappelle ce règlement. Le chef de police poursuit sa campagne contre les blasphémateurs. Des pancartes rappellent que la loi permet de sévir contre eux. Dans ce lieu, on note des faits cocasses, des rencontres avec le rire, et le journal relate le 12 juillet 1967 la fontaine du parc remplie de mouches. Qui n'a pas souri en voyant un tel titre? On n'a jamais retrouvé l'auteur du méfait. Dans ce parc aussi se raconte la mémoire collective. Les journaux relatent cette cérémonie grandiose qui a eu lieu devant le cénotaphe du parc Saint-Frédéric. Plus de 600 cadets venus de 5 municipalités du Québec occupent tout le quadrilatère. Dans ce parc, les nostalgies gardent des silences éloquents. Ce 24 juin 1964, on démolit le vieux kiosque du parc après 50 ans d'existence. Celui-là même qui a été témoin de l'enthousiasme des foules, de la gaieté des fanfares et de la harangue des politiciens. Un souvenir disparaît et avec lui des bribes de mémoire de plusieurs générations. Dans ce parc se sont tricotées au fil des ans de petites histoires drôles qui parlent de nous, racontent nos contradictions comme nos convictions. Il y a une place pour chacun ici. Des bancs, des aires de repos, des espaces méditatifs et récréatifs ponctuent l'espace à l'ombre des arbres. Le cœur peut y vagabonder à son gré et la mémoire se refaire une vie à loisir.